Bonjour et bienvenue dans le ZCL. Aujourd'hui, nous serons dans une émission un peu particulière, spéciale danse. Donc, nos invités sont en lien avec la danse en Guadeloupe. On parlera de talent en mouvement et de système qui se met en place, en construction. Et donc, pour cela, on va recevoir Sarah Mitane, directrice pédagogique du lycée section danse à Carnot. Elle est accompagnée de deux élèves, Stécie Bertilli et Elina Forcin. Donc, elles vont nous parler de l'aspect formation. Bienvenue, mesdames. Merci. Ensuite, on aura Pétronille Lebléis qui représente la Fédération régionale de danse. Elle nous parlera des rencontres de danse qui ont eu lieu en février et notamment des stages internationaux et des ouvertures possibles pour la danse pour nos élèves ici en Guadeloupe. Ensuite, on recevra Stella Moutou, chorégraphe et professeure de danse, ainsi que Laura Enland de la compagnie Osmose. Avec elle, on abordera l'aspect danse, gestion d'école, création artistique et comment peut-on vivre de sa danse en Guadeloupe. Ensuite, on aura la suite du ZCL avec Caroline Alix pour sa chronique Apaiser les relations. Il s'agira de parler des violences perverses, comment la reconnaître et s'en protéger. Et on terminera avec Tricia Evie, chanteuse, pour la sortie de son nouvel album et notamment pour un concert qui aura lieu sur Basse-Terre. Voilà pour nos invités. Au niveau de l'actualité, on en parlera tout à l'heure. On va faire notre focus sur la danse dans un premier temps. Comme je vous le disais, donc la Guadeloupe danse. La Guadeloupe se forme dans des écoles, dans des festivals, dans des scènes nationales, internationales. Et en fait, la question derrière, c'est est-ce que la danse est suffisamment structurée en Guadeloupe avec les formations, les compagnies émergentes, les fédérations, comment on arrive à construire un écosystème qui soit durable. Et dans ce cadre-là, donc, toutes nos invités sont là pour croiser les regards, dépasser un peu les clivages et imaginer comment serait l'avenir idéal pour la danse sur notre territoire. Donc, comme je disais, nous sommes avec Sarah Mitane, qui est coordinatrice pédagogique de la section de TMD de danse du lycée Carnot. Donc c'est la première filière et la seule, n'est-ce pas, filière publique de pré-professionnalisation de la danse en Guadeloupe. Et à ce titre, elle forme des jeunes à la pratique, à la culture chorégraphique et aux enjeux du spectacle vivant. On va déjà peut-être commencer par parler de cette formation, comment elle s'est montée, le parcours qui existe actuellement, comment ça se déroule. Oui, merci. Alors, au lycée Carnot, nous avons la chance d'avoir la filière S2TMD. S2TMD, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse. Donc, nous avons des comédiens, des musiciens et des danseurs. Voilà. Tous animés par une forte passion et qui, dans leur parcours de lycéen, eh bien, sont intéressés par l'approfondissement pratique et théorique, voilà, de leur passion. D'accord. Donc ça veut dire qu'à la base, sont déjà sur un parcours, en fait. On n'arrive pas comme ça par hasard dans cette filière. Alors, on accueille les comédiens. Hein, voilà, ça c'est Madame Auster, la coordinatrice de la partie théâtre. Sur motivation. Voilà, il n'y a pas un réel niveau requis. Par contre, en musique et en danse, oui, il y a un niveau requis. A priori, le niveau 1 conservatoire, puisque on sait que dans les conservatoires, il y a 3 cycles. Voilà. Alors, on ne le sait peut-être pas, du coup, est-ce qu'on peut développer le cycle 1, il correspond quoi? Des acquis déjà techniques Alors oui, je sais qu'en musique, ce n'est pas ma spécialité, c'est celle de Madame Chalcol, n'est-ce pas? Et je sais qu'il y a des attendus, notamment en matière de qualité de lecture de partition, voilà, pour se présenter aux auditions qui auront lieu bientôt en mars. D'accord. Et savoir jouer d'un instrument ou de sa voix, bien sûr, en tant que chanteur. Et en danse, on demande aussi d'avoir une pratique de la danse. Voilà, peu importe le style, on accueille tout le monde est bienvenu. Et les auditions sont vraiment un moyen de nous rencontrer et d'échanger sur le projet professionnel. Voilà. Donc il y a une audition en danse aussi quand même. Oui, il y a des auditions en théâtre, en musique et en danse. Elles auront lieu en mars. Je ne peux pas communiquer la date exacte puisque nous ne l'avons pas encore à cette heure-ci. D'accord.
Mais dès que nous l'aurons, voilà. On pourra communiquer dessus. Oui. Donc, à partir de cette audition, donc ils peuvent rentrer dans cette filière. Comment se passe le parcours? Puisque c'est depuis la seconde ou première? Alors, il est possible de nous rejoindre en seconde. Oui. Et il est possible de nous rejoindre aussi en première. Voilà. Donc, c'est vraiment une filière d'excellence. C'est important de le noter. Hein. Et la particularité de la S2TMD, c'est qu'en fait, c'est une filière qui est adossée à un conservatoire. Donc, notre conservatoire partenaire, c'est le conservatoire à rayonnement régional d'Aubervilliers-la-Courneuve. Parce qu'il n'y a pas encore de conservatoire ici. Pas encore. Sur le territoire par le centre culturel de Sonis, à qui nous faisons un petit clin d'œil et qui nous soutient toujours et encore. D'accord. Donc, 2 possibilités d'entrée, seconde ou première. Et du coup, le parcours, est-ce que ça veut dire qu'ils ont un parcours quand même classique sur les enseignements de base, on va dire, et ils ont à côté des cours? Comment ça s'organise techniquement? Peut-être qu'on peut poser la question aux 2 élèves qui sont venus avec toi. L'une ou l'autre peut répondre. Ben oui, quand on est en S2TMD, ben, on a les matières de base, donc maths, français, enfin on est en technologie. Donc on a toutes les matières, enfin comme une filière normale, on va dire. Mais c'est juste qu'on va plus avoir, on va dire, des points quand on sera en danse, en musique ou en théâtre. Les coefficients sont différents, voilà, c'est ça. Les coefficients dans notre spécialité sera plus haute qu'en matière. Oui, du coup, ça compte beaucoup plus voilà, que les matières de base, c'est ça. Exactement. Donc, à la fois en terminale, en première aussi. C'est le même système. Vous avez un bac de français, vous avez le même système que dans les cours généraux. Oui, plus le bac aussi de notre filière, spécialité aussi. Et du coup, quelles sont les spécificités pédagogiques que vous avez en dehors des cours basiques régionaux? Enfin, pas régionaux, généraux, pardon. Alors, par exemple, dans notre filière de danse, on a la pratique, on a aussi la théorie, on a aussi tout ce qui est enseignement culturel de la danse d'avant jusqu'à maintenant, mais aussi on apprend aussi de l'anatomie pour savoir comment mieux gérer notre corps en danse aussi. Et d'accord, donc pédagogie, culture, très bien. Et pratique, oui, tu peux rajouter. Si je peux rajouter quelque chose, la seconde est une seconde générale et technologique, voilà, avec une option dite entre guillemets lourde, puisqu'elle prépare à la filière S2TMD. Donc une option de 6 heures et non pas 3 heures, comme ça peut être le cas dans d'autres styles d'options. Voilà, en première et en terminale, on est dans la préparation d'un bac technologique. Et même s'il porte ce nom-là, c'est un bac extrêmement exigeant, puisque les élèves doivent être bons en pratique de leur art, bien sûr, en théorie de leur art, et également dans les autres matières. Puisqu'en première, on a, comme dans la voie générale, on a 3 spécialités, sauf que c'est vraiment axé autour de l'art. C'est de la pratique, théâtrale, musicale, chorégraphique. C'est culture et sciences, toujours théâtrale, musicale, chorégraphique. Et en première, la 3e spécialité, qui est laissée automatiquement en terminale, s'appelle économie et droit de l'environnement et du spectacle vivant. D'accord. Voilà. Donc la partie juridique voilà, tout qui est importante aussi, d'accord. Donc ça permet d'avoir un parcours qui est complet si on rentre dans cette filière-là, en fait, si je comprends. Tout à fait. Alors en matière d'orientation post-bac, parce que je pense que c'est aussi ce qui est susceptible d'intéresser, je pense notamment aux parents. Bien sûr, on est en plein parcours. Voilà, pour nous faire confiance. Alors, il faut savoir que cette filière S2TMD, elle ne permet pas seulement de devenir comédien, musicien ou danseur. Elle permet d'avoir, j'ai envie de dire, d'envisager quasiment toutes les orientations. On pourrait peut-être mettre un bémol sur la partie scientifique, quoique, puisque nous avons une ancienne de nos élèves en danse, n'est-ce pas, qui est en parcours licence accès santé, donc qui correspond maintenant à la première année des études de médecine, parce que cette demoiselle-là aimerait être kiné pour les danseurs. Voilà, donc ça signifie que... C'est spécifique en plus, oui. Voilà, l'ouverture est grande derrière, donc...
Et les deux demoiselles, peut-être, peuvent dire ce qu'elles envisagent de faire plus Oui, tard. pour la suite, justement, c'est Guadeloupe ou bien c'est ailleurs, qu'est-ce qui est prévu? Moi, je compte partir en France Mhm. pour des études de psychologie. Donc, j'ai envie de faire psychologue et pénitentiaire. D'accord. Mais moi, je Pénitentiaire. trouve que justement, cette filière permet à ce que on apprenne déjà à se gérer émotionnellement, enfin, quand on pratique, quand on est sur scène. Donc, ça pourrait m'aider justement pour ce genre de métier. D'accord. La spécialité danse, est-ce que l'une ou l'autre, vous avez une spécificité ou c'est large ou c'est spécifique gros cas, jazz ou Personnellement, je suis plus basée sur le gros cas gros et cas? toutes les danses traditionnelles. D'accord. C'est vraiment ma passion et voilà. D'accord. Pareil? Moi, c'est plus vers le street que je me Street. situe. D'accord. Donc même dans la danse, il y a la diversité. Alors donc du coup, ce serait plus ailleurs et pour toi? Moi, ce serait ailleurs, mais j'hésite encore entre deux états différents. J'aimerais faire du droit. Du droit. D'accord. Donc c'est hyper riche en fait. Donc c'est pas quelque chose de fermé, ça permet de à la fois nourrir sa passion et de pas s'enfermer dans un parcours ou en tout cas de pouvoir voir plus large, plus loin. Est-ce que c'est de partir, c'est encore une nécessité? Partir après l'obtention Ouais. du bac, c'est ça? Après, je crois que c'est vraiment en fonction du projet personnel de chaque élève. Hein. Là, par exemple, on en a deux qui sont en préparation de l'audition du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Voilà, donc on en a deux qui veulent vraiment être danseuses en terminale. On a un jeune homme, parce qu'on a des garçons, hein, Oui, il faut le voilà, dire. et dans les trois disciplines. On a un jeune homme qui est passionné par le carnaval, donc aujourd'hui on l'a laissé tranquillement se reposer, et qui lui aimerait vraiment devenir professeur de gros cas. Voilà. Et on a encore une demoiselle de terminale qui, elle, envisage de partir dans l'Hexagone pour s'inscrire en licence art du spectacle. D'accord. Voilà. Et par rapport aux, on va dire, promotions précédentes, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les ouvertures suite à la formation, suite au bac? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Alors, il faut savoir que la musique existait, puis est arrivé le théâtre, puis la danse. Donc, nous sommes la plus jeune des trois sections. Voilà. Et nous avons la chance d'avoir des jeunes qui sont partis au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, au pôle sup de Paris-Boulogne-Billancourt, voilà l'équivalent de la structure précédente, mais pour le jazz, chez Alvin Ailey également. Mhm. Voilà, donc ça c'est vraiment, et ça me tient à cœur, c'est un travail d'équipe. Hein. Nous, dans la filière, pour la partie danse, nous sommes trois à intervenir régulièrement. Hein, Hubert Petitphard, Xavier Chasseur-Daniel et moi-même. Et nous avons aussi le collègue qui enseigne la culture musicale, Sébastien Castano. D'accord. Et c'est aussi un travail d'équipe qui se fait avec les structures extérieures. Hein. Voilà, toutes les écoles de danse qui forment aussi les élèves et qui permettent à nos jeunes d'avoir un volume de pratique suffisant pour progresser dans la semaine. D'accord. En plus de ce qu'on Donc il y a un vrai réseau qui s'est fait autour du lycée Carnot et donc de la section danse. Et on va parler justement de la fédération par la suite parce que oui, c'est important de se former, mais de danser et d'avoir des rencontres aussi. Et justement, donc la fédération organise régulièrement, mais c'est tout récent, c'était en février, des rencontres, le concours intercaribéen et régional. Est-ce qu'on peut revenir déjà sur le rôle de la fédération en priorité, en mission? C'est quoi la mission de la fédération? Bien sûr. Oui, aujourd'hui, le rôle de la fédération en Guadeloupe, c'est de fédérer les écoles. Et donc d'organiser des événements qui rassemblent autour de la danse et d'offrir des opportunités aux jeunes et aux jeunes danseurs, d'offrir des opportunités professionnelles potentielles ailleurs qu'en Guadeloupe. Et donc pour ça, de partir potentiellement, on a des jeunes qui partent en stage aux États-Unis, on a des jeunes qui partent représenter la Guadeloupe aux concours nationaux en métropole, et on a des jeunes aussi qui sont sélectionnés, qui seront sélectionnés, je l'espère, après les concours nationaux pour les concours européens. Donc il y a vraiment cette volonté
d'ouvrir des portes aux jeunes et de les faire s'épanouir à travers la danse. Alors, comment s'organisent justement ces rencontres, ce concours? Parce que combien d'écoles participent, combien d'élèves? Est-ce qu'on peut avoir un peu des chiffres éventuellement? Oui. Alors, je peux vous donner les chiffres. On a eu beaucoup de participants. En fait, les rencontres de la danse s'organisent en plusieurs parties. On a d'abord le concours de la Confédération nationale de danse, donc de la CND, le concours régional, donc qui permettra aux élèves d'ensuite partir représenter la Guadeloupe en métropole. Là, je peux vous dire que on a 55 candidats qui partiront 55 candidats qui partiront représenter la Guadeloupe au concours régional, au concours national, national, à d'accord, Bordeaux, à l'Arkea Arena en mai. Et on avait 250 passages. Donc 250 plus même, parce qu'il y a des duos, il y a des groupes parmi ces passages. Donc pas loin de 300 danseurs. 300 danseurs. De quel âge à quel âge à peu près pour De situer? 8 ans à 25. D'accord. Ok, donc c'est quand même, il y a un vivier, quoi. Donc, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Donc ça, c'était en février, on rappelle, c'était la semaine dernière. La semaine dernière. Le 7 et 8 février. 7 et 8 février. Et donc là, la partie donc, concours régional est différente de l'intercaribéen. Tout à fait. Donc on a eu le concours régional qui se tenait le week-end, donc le samedi et le dimanche. Et ensuite, le 9 février, le lundi, se tenait le concours intercaribéen. La différence, c'est que le concours régional, il est ouvert exclusivement aux élèves de Guadeloupe. Tandis que le concours intercaribéen, il est ouvert également à la Martinique et à la Guyane. D'accord. Et donc, l'objectif, là, c'est de rassembler et de faire se rencontrer les élèves et les artistes de tous les horizons, finalement. Et de les faire se confronter à un jury qui est différent de celui des concours régionaux. Le jury vient d'où? Le jury vient des États-Unis. Cette année, on avait un jury qui venait des États-Unis. On avait une membre du jury qui venait d'Italie, Lorella Rebois. Et après, on avait des jurys représentants de différentes écoles aux États-Unis. Donc, on avait, je peux vous citer la Harlem School of the Arts. On avait le Broadway Dance Center. On avait le Lehman Institute. On avait la Paul Tyler Dance Company. Et en fait, suite au résultat de ce concours intercaribéen, pendant la remise des prix, il y a des stages et des bourses qui sont offertes aux élèves et aux participants. D'accord. Pour potentiellement aller étudier dans ces écoles-là. Donc les bourses, c'est pour des temps déterminés, j'imagine. Oui, c'est pas une bourse à l'année. Il y a des bourses. Il y a des bourses à l'année aussi. Il y a des bourses au semestre. Au semestre, d'accord. Il y a certaines bourses à l'année, moins, mais il y en a. Elles sont surtout données pendant l'audition, celle-là. Parce qu'après les concours, il y a aussi une audition qui est organisée avec le jury américain qui va distribuer des bourses exclusivement aux élèves qui participent à l'audition. D'accord, donc ces auditions, c'est un vrai levier, on va dire, pour les danseurs, parce que ça leur permet d'aller voir autre chose. Et là, cette année, on a tous les élèves qui ont participé à l'audition qui sont repartis avec quelque chose. D'accord. Avec un stage. Il y a eu combien de personnes pour l'audition à peu près? Pour l'audition, on a eu une quinzaine de participants. D'accord, donc 15 étudiants de Guadeloupe vont partir à l'international, c'est ça? Alors, l'audition était aussi ouverte aux élèves de la Martinique et de la Guyane. D'accord. Donc... C'est un vrai moyen d'échange. Et, alors, est-ce que c'est une manière d'ouvrir la Guadeloupe à l'extérieur? Comment le jury perçoit notre niveau actuellement? Je pense. On a eu de très bons retours suite à l'audition, notamment du jury américain qui s'est affiché à l'écran. On a eu un très bon retour sur le niveau des élèves en Guadeloupe qu'ils ont trouvé vraiment très bon. C'est pour ça d'ailleurs, ils n'étaient pas obligés d'offrir des bourses à tous les participants. Ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont trouvé que le niveau était excellent et qu'on avait de réels talents en Guadeloupe et dans la Caraïbe, dans la zone Caraïbe en général. Donc ils étaient très contents du niveau des élèves et on a eu de très bons retours aussi sur des anciens élèves des années précédentes qui aujourd'hui ont intégré par exemple Alvin Allais et de très bons retours sur les élèves de Guadeloupe qui ont un très bon niveau. C'est plutôt positif, ça, on va dire, comme retour. Est-ce qu'il y a des élèves du lycée, du coup, qui ont participé? Oui, l'année dernière, en 2025, il y a Mike Thomas, voilà, qui a bénéficié et qui était aussi chez nous. Oui. Il y a Antoine Fémus, voilà, qui a aussi bénéficié, mais qui était déjà en formation post-bac au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, et qui a décidé de faire une année de césure pour profiter de la bourse et aller étudier à New York, chez Alvin Ailey. D'accord. Voilà.
Donc, on sent qu'il y a un vrai vivier qu'on peut exploiter. Est-ce que au niveau des écoles, la coordination, elle est optimale, ou bien on arrive, on travaille un peu côte à côte et chacun fait son truc, ou alors où il y a une vraie possibilité de euh, monter en compétences ensemble? Est-ce que c'est une sensation que vous avez ou pas du tout? L'une ou l'autre? Malheureusement, pas tant. Enfin oui, les écoles se rencontrent pendant les concours et c'est chouette, mais je pense qu'il y a moyen qu'il y ait plus de coordination et de coopération entre les écoles. Après, c'est quelque chose qui est très propre à la danse, de chacun est un peu de son côté, même si on essaye de faire le maximum d'efforts pour que les gens se rencontrent et que les gens travaillent ensemble. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, ça fait la 4e année, voilà, que je porte pour la S2TMD Danse. Et je suis en train de travailler vraiment à l'étendue du réseau en lien avec les structures extrascolaires pour justement vraiment montrer qu'on existe et qu'on n'est pas du tout concurrentiel, mais c'est simplement complémentaire pour contribuer à former ensemble la meilleure jeunesse possible, si j'ai le droit de dire ça. Bien sûr, bien sûr. Votre retour sur, je sais pas, vous avez peut-être pas passé de concours de la fédération, mais est-ce que pour vous c'est important de passer des auditions, d'être dans cette émulation, on va dire, personnelle de dépassement de soi et de montrer en fait vos compétences sur scène et autres? Ne vous battez pas pour répondre. Je dirais que oui, parce que c'est une manière de pouvoir nous montrer ce qu'on sait faire, de pouvoir nous améliorer de nous-mêmes, de pouvoir vraiment partager aussi un moment. Parce que même si on le partage d'abord entre nous, les danseurs, pour ensuite l'exposer au public, et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Je crois que vous avez des temps prévus bientôt d'expression sur le festival de l'archipel, il me semble. Oui. Oui, je pense que ça arrivera tranquillement auprès de nous. Et après, tout proche, on aura les temps de restitution de ce que nous, on appelle les projets d'immersion. D'accord. Donc, les élèves travaillent une fois par trimestre, entre 10 et 15 heures, avec un ou une chorégraphe, et éventuellement un artiste associé aussi. Je pense au projet avec Clémence Boban et Anaïs Verspan, plasticienne, voilà, ou au projet avec Léna Blou, qui va arriver très vite aussi, et qui est notre marraine, qui nous fait la chance de nous soutenir. Très bien. On va faire notre première pause. On parlera ensuite avec Laura Enland de la compagnie Osmose, de la création, justement. Est-ce qu'on peut en vivre? Comment on peut... quelles sont les principales difficultés des compagnies émergentes? Nous voilà de retour dans le ZCL et nous avons une émission spéciale danse autour des talents et justement de la structuration de la danse en Guadeloupe. On a évoqué la formation avec Sarah Mitane, qui est directrice pédagogique au lycée Carnot section danse, et avec Petronelli Lebléis, qui représente la fédération des rencontres qui ont eu lieu dernièrement autour de la danse, donc pour le concours régional et intercaribéen. Sur le plateau, nous a rejoint Sarah Enland de la compagnie Osmose, et on aura par téléphone Stella Moutou pour parler justement de la création. Qu'est-ce qui permet à une création de vivre, de produire une œuvre et de vivre de sa danse? On en parle justement avec Laura, qui est co-directrice de la compagnie Osmose, une compagnie émergente issue de la Caraïbe, avec une hybridation entre le moderne jazz, le contemporain et la couleur caraïbéenne, qui s'inscrit vraiment dans une dynamique de création. Et on va parler justement de cette difficulté à être compagnie émergente en 2026. Quelles sont les principales difficultés qu'il y a aujourd'hui? Est-ce que c'est un problème de salle, d'accéder à ces plateaux, d'être accompagné, d'être programmé, d'être projeté à l'international? On en parle justement avec Laura. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, compagnie toute neuve, on va dire. Quelle est la principale difficulté que vous avez en tant que compagnie naissante, émergente? Oui, je dirais que les premières problématiques qu'on rencontre, ça va être
surtout par rapport au fait de tout gérer. Sur le papier, on est considéré comme chorégraphe. Pour la création qu'on a en cours, on est également interprète, mais c'est vrai que dans les faits, on se retrouve à faire un travail d'administrateur, de dramaturge, et j'en passe. Et donc c'est vrai qu'il y a cette dualité entre savoir à quel point il est important de s'investir complètement dans la création, mais à quel point il faut avoir une maîtrise de soi chorégraphiquement dans le processus artistique, et également faire tout un travail de recherche, d'administration auprès des instances, auprès des structures, chercher des soutiens et des partenaires. Donc, c'est justement cette recherche de soutien et de partenaires. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'entité qui existe pour accompagner les compagnies? Heureusement, on bénéficie d'un dispositif d'accompagnement, les Rhizomes de la danse, qui est porté par la compagnie La Mangrove. Donc Hubert Petitphare, qui est porté par Hubert Petitphare, permet en fait de créer des ponts entre les artistes qui veulent se structurer, les compagnies émergentes, mais aussi les compagnies confirmées, parce qu'on se rend compte qu'à toute étape, on a besoin de ces ressources et de ces espaces d'échange, mais aussi de connaissances qu'ils nous apportent. Ces espaces, alors est-ce que ça veut dire qu'il y en a, donc on a parlé d'Hubert Petitphare, est-ce qu'il y en a suffisamment, ou alors il faut absolument partir pour pouvoir les exploiter et vivre en fait de sa passion? Ouais, c'est vrai que c'est très vite une question qu'on a posée avec mon co-chorégraphe Warren Fauchi, qui on a à cœur de pouvoir représenter, et on le fait dans nos créations, le territoire, et d'hybrider notre langage chorégraphique. Maintenant, on se rend bien compte que encore il y a très peu de temps, Karaoke Rabalais, le dispositif Récif qui mettait en place justement un espèce de tremplin chorégraphique, on voit que les coupes budgétaires empêchent ces dispositifs d'accompagnement de perdurer dans le temps. Et donc, c'est vrai que la problématique et la question se posent entre partir ou rester. Ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté, on va dire, institutionnelle d'accompagnement? Bien au contraire, mais on remarque que même avec des échanges qu'on a pu avoir avec la DAC, qui nous explique qu'il faudrait mutualiser nos compagnies pour qu'eux puissent avoir du poids, notamment quand ils font face à des commissions qui leur disent « mais oui, mais où est le paysage danse de la Guadeloupe ?» Alors, mutualiser les compagnies, comment il faudrait faire? Parce que chaque compagnie a sa couleur, on va dire, et ça voudrait dire qu'il faudrait faire un travail en commun, c'est ça? Travail en commun, ou alors des événements, des soirées chorégraphiques comme Hubert Petitphare a pu le faire avec les Carbets de la danse. C'est là d'ailleurs qu'on a pu produire notre premier extrait de notre première création en cours, Souffle Fer, aux côtés d'autres compagnies peut-être plus confirmées comme la compagnie Jock par exemple. Et cet événement d'ailleurs est renouvelé en mars, mais il faudrait plus d'événements qui permettent de faire éclore une nouvelle tendance. D'accord, donc il n'y a pas de lieu, on va dire, structurant. Et qu'est-ce qui manque en fait dans le paysage guadeloupéen? Parce qu'il y a des compagnies, ça veut dire qu'elles ne sont pas assez visibles en fait. Exactement. Il faudrait qu'on puisse mettre en place des moyens que cette visibilité prenne une forme qui puisse se transformer en action finalement. Donc une maison de la danse ou quelque chose comme ça? Un conservatoire par exemple. Oui, bon, déjà, oui. Commencer par là, oui. Ça serait bien. C'est vrai qu'on rencontre même nous en tant qu'artistes et de la jeune génération un fossé, parce qu'on se tourne vers l'enseignement pour pouvoir aussi perdurer financièrement. Oui, financièrement, parce que aussi. Faut vivre quand même. Exactement, et donc on a aussi cette envie avec la compagnie de pouvoir pérenniser dans le temps et créer de l'emploi finalement. On s'entoure aussi de notre équipe artistique, notre costumière, notre concepteur musique qui ont envie de se professionnaliser. Et donc c'est que comme ça, et c'est dans cette mutualisation des arts que je pense qu'on arrivera à faire ressortir quelque chose pour que les instances puissent prendre en compte que c'est plus possible de rester à quelque chose d'amateur. Oui, donc si on veut se professionnaliser en tant que compagnie, comment ça se passe? Voilà, je suis chorégraphe, comment j'arrive à créer mon équipe et à former vraiment ma team en tant que compagnie? Alors, je dirais à l'échelle hexagonale que c'est plus simple, parce qu'il y a des formations qui existent pour devenir chorégraphe. Maintenant, ici, aux dernières nouvelles, la formation que moi j'avais suivie, c'était plutôt dirigée vers l'enseignement. Mais donc c'est vrai qu'il faut se dépatouiller, entre guillemets,
Et d'ailleurs, ça a été une bataille administrative pendant 1 an pour créer notre structure. D'accord. Et donc, arriver, et notamment grâce à des personnes qui nous donnent et nous soutiennent, notamment je pense à Stella, qui nous indiquent des moyens de pouvoir et de dire qu'elle aussi, elle est passée par là. Ça nous montre qu'il n'y a vraiment aucun chemin Tout précis. fait. Tout Ouais. fait. Alors Stella, on doit l'avoir par téléphone normalement, si c'est OK au niveau de la technique. Stella, est-ce que tu nous entends? Stella? Oui. En 1, 2, 3, est-ce qu'on peut avoir un retour? Stella, tu m'entends? Manifestement, on a un petit souci de retour. On va revenir vers elle dans un instant pour justement, puisqu'elle est là depuis un moment, voilà, installée en tant que chorégraphe installée depuis quelques années. Peut-être qu'elle a pu voir les choses évoluer. Est-ce qu'on peut avoir Stella au téléphone, peut-être, si ça fonctionne? Stella? Stella Moutou? Est-ce qu'on l'a? Est-ce que tu nous entends? Ok, bon, c'est pas grave, on va revenir sur le sujet. Donc, qu'est-ce qui manque en fait en Guadeloupe? Est-ce que c'est une vision, on va dire, globale? Il faudrait structurer la danse. Est-ce que c'est une priorité pour les institutions actuelles? Question ouverte. À vous 3 sur le plateau. Je dirais ce qui manque, c'est un apport financier, en Mhm. toute transparence, parce qu'il y a beaucoup de talents en Guadeloupe, il y a des enseignants, on a le lycée Carnot, on a la Fédération régionale de danse, donc je trouve qu'en termes de rayonnement, on en a. Ce qu'il faut maintenant, c'est de réels moyens pour permettre une certaine évolution. À vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui manque? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Je pense que les talents, ils sont présents et qu'on manque de moyens. On manque de moyens pour faire venir du monde en Guadeloupe, potentiellement des formateurs, des danseurs, même en termes d'offres, d'ouverture en fait à la culture et à la danse, de faire voir des choses aux gens qui sont ici et que les gens qui soient ici puissent voir des choses. Mais pour ça, il faut des moyens qu'on n'a pas forcément. Pour rebondir, j'ai cru saisir que l'archipel remettait, en lien avec les Nablous, remettait au goût du jour le temps de danse, Oui. la biennale. Voilà. Donc, peut-être que ça, déjà, ce serait un bon moment, un bon temps, voilà, pour partager, se retrouver, et puis permettre aussi à la jeunesse voilà, de rêver. Parce que c'est quand on rêve qu'on va mettre toute l'énergie qu'il faut pour aller jusqu'au bout, en fait. Et nous, on est là aussi pour ça, pour accompagner les jeunes D'accord. dans cette volonté. Donc là, ce sera un temps, mais c'est d'avoir un plan territorial. Ce serait l'idée d'avoir aussi des fonds. Il y a des fonds d'aide à la création qui existent, mais est-ce que c'est visible? Est-ce que c'est facile d'y avoir accès? C'est aussi la question. J'ai eu l'impression, en écoutant Laura, que c'était compliqué. Oui, c'est vrai qu'il faut faire un vrai travail de veille, encore une fois, et être multicasquette pour pouvoir en fait trouver des certains nombres de soutiens, des dispositifs qui nous amènent aussi ces soutiens financiers. Je pense notamment au fonds de mobilité de Caraïbes, qui est un dispositif là, qui est mis en place par la DAC. Mais effectivement, oui, il faudrait qu'il y ait de vrais temps où on place les choses, on pose les choses de manière mensuelle, trimestrielle, pour qu'on puisse être tous au même niveau et tous connaissance de cause. D'avoir toutes les informations de façon équitable, c'est ça? Exactement. Ok. Je crois que Stella, on peut l'avoir maintenant par téléphone. Stella, est-ce que tu nous entends? Je vous entends. Super, merci. Alors, on parlait avec Laura justement du fait des compagnies, la difficulté à être visible, à avoir des financements. Et alors, toi, en tant que chorégraphe qui est installé depuis un moment, est-ce que tu as vu les choses qui ont évolué ou est-ce que c'est aussi compliqué il y a 10 ans que maintenant d'émerger, de vivre de sa danse en Guadeloupe? Alors, il est vrai que pour pouvoir vivre de cette activité, on cumule des casquettes.
c'est difficile de vivre uniquement de la chorégraphie. C'est la raison pour laquelle souvent, on enseigne. Et donc, c'est ces activités complémentaires qui vont nous permettre de durer. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut enseigner en fait pour vivre de sa danse, si je comprends. Je ne dis pas qu'il faut, ce n'est pas une obligation. Il n'y a aucune obligation, mais c'est conseillé. Aucune obligation, c'est la solution que, en tout cas, beaucoup ont trouvé pour pouvoir avoir des heures complémentaires et avoir des revenus qui permettent de tenir bon pour pouvoir vivre de cet art. Ok. C'est quoi la principale difficulté que tu as pu rencontrer sur ton parcours? On parlait de financement, on parlait de visibilité, de programmation. Qu'est-ce qui a été le plus difficile jusqu'à présent pour toi? Alors, nous sommes quand même en déficit de salles de spectacle. Donc, nous sommes obligés de penser à des formes qui puissent être jouées dans des espaces non dédiés à la danse. Ce qui n'est pas simple. Et donc, avoir des espaces et des accompagnements comme la jeune chorégraphe, ça devient quand même assez impérieux d'être soutenu. Que les subventions, effectivement, soient accessibles aux compagnies existantes et qu'on développe aussi ici le mécénat. Oui, c'est-à-dire qu'au-delà de l'attente des subventions et des marchés qui viennent de la France, de l'Europe, d'aller chercher des partenaires individuels, avoir un coup de cœur et miser sur nous en tant qu'artistes. D'accord, donc le mécénat, ça peut être une solution, mais pour avoir du mécénat, il faut être visible en même temps. Donc comment on fait pour trouver ces financements extérieurs? Eh bien, on fait preuve d'ingéniosité et aujourd'hui, avec les réseaux, beaucoup de personnes font des projets vidéo. Ça permet d'enlever, de montrer son travail, d'inviter ces personnes directement au spectacle, aux représentations concert ou à des séances de répétition ouvertes. Ça, c'est possible. Et convaincre que la danse est vraiment un pilier essentiel pour l'équilibre social, comme de nombreuses arts, et que miser sur cette pratique permet de mettre énormément d'équilibre dans la société. Donc, le voir comme un point central pour, on va dire, l'équilibre de la société, on va garder ça. Ça permettrait que tout le monde puisse investir dedans et dire que c'est prioritaire, en fait, c'est ça. C'est cette sensation de non-priorité que je ressens et qui ne permet pas d'être financée. C'est ça que tu veux dire? Je pense effectivement que l'art de la danse est essentiel à plus d'un titre. C'est une approche qui permet de résister, qui permet de cacher. De toute façon, l'art devient politique, quelquefois, bien souvent. Et sur nos territoires, c'est aussi facilement et qui l'on est. Le son est un petit peu assuré, donc on a un peu de mal à suivre tout. Mais en tout cas, on a compris l'idée générale de mettre la danse et l'art un peu au centre pour permettre de structurer mieux coordonner, d'avoir des aides qui soient réellement efficaces, pas juste des temps séparés, mais un vrai plan, on va dire, pour évoluer et faire de la danse quelque chose qui pourra se structurer, parce que clairement, c'est de l'argent qui mène un peu le jeu, c'est ça? C'est ça, après... Oui, créer une vraie économie. Vas-y. Je crois qu'il y a quelqu'un qui ne voulait pas avoir de temps. Oui, il y avait Laura, mais vas-y, on te laisse le lead.
Laura. Ok, c'est un peu compliqué. Laura, qu'est-ce que... Oui, je voulais dire qu'il faut aussi mettre en lumière ces associations, ces écoles associatives qui peuvent soutenir les artistes. Je pense notamment à l'école Chrysalide qui nous met à disposition gracieusement, oui, dirigée par Lydie Laboune, qui nous met gracieusement à disposition son espace. Et voilà, il y a quand même de l'humain. Je pense aussi aux projets et aux dynamiques de coopération sur lesquels on ne pense pas assez, à s'ouvrir un peu plus sur l'international. Je pense à l'OFQJ qui permet aux jeunes artistes, et pas que de la danse, mais plus largement du spectacle vivant, de pouvoir aussi créer des projets de coopération et donc de faire un peu fluctuer et échanger entre artistes canadiens et français. Et des dispositifs comme Start, est-ce que c'est intéressant pour les compagnies, pour les chorégraphes? Ça permet de justement donner un coup de boost à une carrière? Ça permet de comprendre les attentes. En tout cas, moi j'ai pu participer à Start. Là où on a pu se confronter à une problématique, c'était par rapport à ce qu'eux ils recherchaient. Eux visaient plus de ce que nous, on a pu comprendre le pôle formation. Et donc nous, arrivés avec un projet de création, les fonds étaient dédiés à la formation. Donc là, on s'attarde et on voit encore un autre problème qui fait que des fonds bien spécifiques doivent rester dans des besoins bien spécifiques. Et donc, il faudrait aussi élargir les branches pour que tout le monde puisse en profiter. D'accord, pas juste la formation, mais porter la création et diffuser, en fait, la diffusion, c'est ça? Oui, parce que je pense qu'après, on a aussi cette question de légitimité, je pense, en tant que jeune artiste chorégraphique, de pouvoir s'inscrire dans le paysage chorégraphique. Et donc, c'est vrai on est attendu. Et souvent, peut-être que... Parfois, on préférerait dire qu'il faut se référer aux aînés, mais je pense que, bien sûr, il faut se référer aux aînés, mais c'est aussi un moyen, la chorégraphie, de pouvoir... dire qui on est, en fait. Exactement. D'accord. Tu veux compléter, Sarah? Non, pas du tout. Ok, si vous aviez juste une priorité, on va finir chacune sur ça, pour la Guadeloupe en 2026, ce serait quoi en matière de danse 2026 ou les années suivantes, hein. Je me pose maintenant, mais c'est pour les 10 années à venir. On est 10 ans plus tard, 2036. C'est quoi le paysage de la danse en Guadeloupe idéal, on va dire? Il ne faut pas qu'elle reste essentiellement un paysage de danse, mais d'art, parce qu'on n'est pas les seuls à, entre guillemets, souffrir. Il y a les musiciens, le théâtre également, les plasticiens, les costumiers, enfin je veux dire, on pourrait en citer, les techniciens du spectacle ne sont pas assez mis en avant également. Et donc, au-delà de la danse, il faudrait que les arts soient mis en avant. Ouais. Moi, très clairement, ce serait en lien avec l'aspect formation, la création du conservatoire que nous attendons tous. Pour la fédération. La fédération, je dirais continuer à organiser ces rencontres, ces échanges, continuer à faire se rencontrer les gens autour de la danse et continuer à faire parler de la danse dans le sens le plus général du terme, que ce soit à travers nos événements, mais aussi ailleurs. D'accord. Et donc, une danse en Guadeloupe plus structurée, avec des passerelles, parce qu'il y a des choses qui existent, il y a des temps. J'imagine qu'avoir une vraie coordination et un vrai lionnage sur les compagnies, sur les formations, sur tout ce qui est audition, en fait, d'avoir... un vrai consortium d'idées, d'énergie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle pour dans 5 ans, 10 ans? Oui, ça me parle. Après, c'est vrai qu'on est aussi en lien avec eux, notamment par le professorat pour ma part. Et donc, justement, dernièrement, on a pu envoyer nos jeunes pour passer les concours et on se rend compte que, effectivement, c'est aussi un moyen qu'il faut mettre davantage en avant pour leur montrer qu'il n'y a pas qu'une seule voie pour se professionnaliser.
D'accord. Alors, on a parlé de formation, qui existe de compétition, qui existe de compagnie. Les talents sont là et on a bien compris que c'est pas un problème de talent, mais de coordination, de cohérence, de vision, on va dire, et de diffusion, reconnaissance. Merci pour nos échanges. La danse en Guadeloupe, elle est puissante, elle est belle, elle mérite sûrement un cadre qui soit à sa hauteur, à sa puissance. Et on va travailler pour que ça soit le cas partout, qu'on puisse parler de la Guadeloupe qui danse. Merci mesdames d'être venues. Petite actualité éventuellement, donc Parcoursup, on a parlé de ça un petit peu. Oui, Parcoursup, les auditions. Les auditions bientôt, en mars. CNSMDP la semaine prochaine pour 2 de nos élèves. Mhm. Voilà. Et toujours les projets avec les professionnels, justement, Mhm. pour permettre d'avoir des rêves. Parce que quand on a des rêves, on est vivant. Exactement. La compagnie Osmose, elle se produit quand, bientôt? Alors, on a notre création cours Souffle Fer, donc il y a un duo hybride moderne jazz contemporain qui prendra comme première date de diffusion, comme extrait au Carbet de la Danse, la 2e édition portée par la compagnie La Mangrove. Et donc, on est aussi en perspective de programmation pour le temps fort danse de la Biennale de l'Archipel le 17 avril prochain. Avril, d'accord. Et donc, les rencontres, on va dire, nationales, c'est à Bordeaux pour 55 de nos danseurs guadeloupéens, c'est ça? Tout à fait. Donc, c'est du 13 au 16 mai à l'Arca Arena à Bordeaux. Et en Guadeloupe, nous, on organise un stage en avril. Un stage qui est un hybride entre un stage technique et un atelier chorégraphique avec une restitution à la fin, en avril. Donc, c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. Il faut se rapprocher de nous. On va bientôt communiquer sur les professeurs. Donc, c'est un stage contemporain, jazz et classique avec Jessica Chop, Bruno Agati et Marco Catoy. Et c'est un stage qui est ouvert à tous. D'accord. Et on encourage fortement les danseurs de Guadeloupe à y participer. Très bien. Et pour ceux et celles qui sont intéressés par d'autres danses, il y a la danse orientale ce week-end avec le Karukera Rax Festival qui aura lieu. Et c'est l'occasion de découvrir d'autres danses aussi. Et ça, c'est sur les abîmes. N'hésitez pas à regarder toutes ces informations. Merci à toutes d'avoir contribué à ce dialogue. J'espère qu'il y en aura d'autres, qu'on pourra avoir peut-être des institutions qui pourront réagir à ces problématiques qui touche à la fois les compagnies, les chorégraphies, tout l'aspect dont on a parlé précédemment. Merci à toutes et on va faire notre deuxième pause publicitaire. On revient avec Caroline Alix et on parlera musique avec Tricia Evie. Nous voilà de retour sur le plateau du ZCL et on va recevoir Caroline Alix, notre chroniqueuse, pour apaiser nos relations. Elle va nous parler de violence perverse, donc un sujet qui est très intéressant, comment la reconnaître et s'en protéger. Bonjour Caroline. Bonjour Ima. Et ensuite on aura l'honneur de recevoir Tricia Evie, chanteuse avec son nouvel album Parler d'amour et un concert qui aura lieu à l'Auditorium donc le 20 février. Donc à Basse-Terre. Demain, tout à fait. J'ai l'impression que c'est loin, mais en fait, non. Dit comme ça. Oui. Merci d'être là. Merci en plus, elle n'est pas venue seule, elle est venue avec une surprise. Voilà. On en parle tout à l'heure. Okay. Merci. Alors, Caroline, on va parler de violence perverse. Une violence que tu accompagnes depuis plusieurs années avec des personnes qui sont confrontées à des relations toxiques, que ce soit dans la sphère familiale, professionnelle ou sociale. Et cette violence est insidieuse parce qu'elle laisse des traces au niveau de l'estime de soi. Comment on peut la repérer, ces stratégies de domination, on va dire, et sortir de ce jeu de pouvoir? C'est ce dont tu vas nous parler avec justement des outils que tu as pu mettre en place. Est-ce qu'on peut déjà expliquer ce que c'est une violence perverse? En fait, pour être basique, c'est une relation dans laquelle il n'y en aura jamais.
voilà, de relation. de relation. D'accord. Voilà. En fait, la personne toxique, elle va jouer à te mettre en échec systématiquement, de manière complètement irrationnelle, quoi que tu dises et quoi que tu fasses. Tu n'auras jamais raison devant lui. Et en fait, il va t'épuiser comme ça, parce qu'il va croire que tu vas essayer de le convaincre. Et tant que tu essayes de le convaincre, il voit que tu t'épuises. Et c'est ça qu'il veut, en fait. C'est dans ce système-là que tu rentres dans les relations toxiques. Et si tu vas avec toute ton innocence et ta bienveillance, ta spontanéité de vouloir partager des belles choses, eh ben en fait, tu deviens une proie facile parce que lui, son jeu va être de t'esquinter et de toujours te disqualifier. Voilà, il va jouer à te mettre en échec. Et quand tu comprends que c'est un jeu, que ce qu'il te renvoie, toi tu veux de l'harmonie, tu veux de la réussite, tu veux de la compétence, donc tu penses partager ces belles valeurs avec lui. Et en fait, tu te trompes. Et en fait, lui, il va sans arrêt te disqualifier en te disant « Mais non, c'est nul ». Voilà. Ou alors... Donc, c'est un système qui rabaisse un peu tout le temps. Il rabaisse tout le temps l'autre en atteignant sa dignité. Et de manière complètement irrationnelle et artificielle. Et comme c'est pas forcément visible tout de suite, la personne... C'est très insidieux, en fait, c'est ça. La personne avec son bon cœur va essayer de convaincre. Et c'est là tout le piège. La personne va se protéger face à ça et gagner lorsqu'elle va arrêter d'essayer de convaincre, faire les choses du mieux qu'elle peut dans ses yeux à elle, à son contact, mais surtout pas chercher de la validation. Comment on fait pour se rendre compte que justement on est sous cette forme de domination, parce que c'est comme ça qu'on peut dire ça éventuellement, en fait, de violence en tout cas, pendant longtemps on s'en rend pas compte. C'est juste qu'il y a un moment donné, on ressent une forme d'épuisement moral, d'épuisement physique, qui vient du fait d'être systématiquement disqualifié. Souvent, c'est dans le secret. C'est quand on n'est que tous les deux, au travail ou à la maison. Devant les gens, il peut être capable de vous mettre en valeur, de te mettre en valeur, mais dans le secret de la maison ou du travail, c'est confidentiel, c'est de l'intimité. Et là, il va sans arrêt disqualifier. Et on dit « Ah oui, peut-être que j'aurais dû faire mieux. Mais à force de croire que tu peux faire mieux, tu finis par plus avoir confiance en toi, ton estime de toi-même diminue, et toutes ces petites attaques sur ta dignité, ça peut être ton apparence, ça peut être une maladresse dans ta manière de parler, ça peut être juste une mimique, un rictus dans le coin moqueur, où tu vas sentir quelque chose de négatif, et à la longue, il y a une forme d'usure psychique qui va s'installer, et c'est ton état de fatigue en fait. C'est ça le signal en fait, c'est l'état de fatigue quand tu es avec cette personne. Voilà, si c'est trop récurrent, il y a un sujet. D'accord. Donc, c'est pas forcément... Est-ce que c'est volontaire chez la personne qui le fait? Totalement. Oui, en fait, c'est intentionnel. C'est intentionnel, oui. Il veut que tu te battes pour lui prouver quelque chose, pour t'épuiser. Et lui, il aime l'idée que tu n'auras jamais raison et il te mettra tout le temps en échec. Et il faut couper ce jeu en coupant la relation et en ayant une relation finalement au dossier, aux choses, au travail, à la mission, à l'action, en dehors de son regard à lui. D'accord, donc c'est vraiment de la manipulation. Tout ce que tu vas émettre dans cette relation va se retourner contre toi. Et plus tu vas vouloir convaincre que tu es quelqu'un de bien, plus en fait il va toucher le cœur de tes valeurs et il va pouvoir avoir de la matière pour te détruire. Ah ouais, c'est vraiment pernicieux. Et... Voilà. Et c'est pour alors, ça que comment on je fait pas pour sortir de ça, en fait? Parce que... Comment s'en tire? Ouais, comment on s'en sort? Est-ce que Yann, il a les dessins? Oui, normalement, il doit les avoir pour qu'on puisse, à partir des schémas dont tu avais parlé... Avec les schémas, ouais, voilà, pour expliquer. Est-ce qu'on peut les avoir? Voilà, c'est à l'écran. Ah, merci, super. Alors, déjà... Comme ce type de relation nécessite de couper, il ne faut pas couper avec n'importe qui. C'est ce qui m'ennuie dans mes présentations dissociées. Quand je dissocie le triangle qui est finalement la violence maladroite, conjoncturelle, la réaction, la mauvaise réaction que tu vas avoir parfois, quand j'essaye de la dissocier de la vraie relation toxique où l'intention c'est vraiment de te mettre en échec dans tout ce que tu dis et dans tout ce que tu fais, je ne veux pas qu'on plaque en fait maladroitement des situations dans l'extrême tout de suite. C'est vraiment un danger. Et tu peux pas être en sécurité, en fait, si tu mélanges les deux. D'accord. Et c'est ça le sens de mes ateliers de travail avec les dessins, c'est d'apprendre aux gens à repérer dans quel système toxique ils sont. Dans un système où
on peut encore faire quelque chose, ou alors dans un système dans lequel il faut se retirer comme un crabe, comme on dit en Guadeloupe. Comme un crabe. Donc il y a deux systèmes. Un système qui est encore gérable. Gérable, où on va pouvoir transformer la relation avec des outils. Donc ça, c'est le triangle qui est en haut. Ça, c'est le triangle qui est en haut. D'accord. C'est-à-dire, ce sont des triangles dramatiques qui se déclenchent. C'est l'histoire de la place de parking qu'on te vole à Destrélan, par exemple. Alors qu'il y en a 15 000. Alors voilà, et que tu fais une fixation sur celle qu'on t'a volée parce qu'elle était à toi, et que tu vas pas regarder un peu 2 rangées plus haut s'il n'y a pas une autre place pour passer sur l'incident, en fait. Voilà. Donc ça, c'est une provocation qui peut déclencher une colère ou un sentiment d'injustice. Mais il ne faut pas plaquer non plus les systèmes pervers sur tout et tout le temps. Et c'est tout le problème, c'est que la réponse adaptée du système pervers, c'est le système judiciaire. Et effectivement, quand on repère dans des médiations des éléments pervers où on se rend bien compte qu'il y en a un qui joue l'épuisement de l'autre et qui en rit sournoisement, il faut arrêter tout de suite parce que là, Donc, on a quelqu'un qui est en danger. Quand tu parles de système pervers, c'est le système solaire. Là, voilà, c'est le soleil qui est en bas. Qui est en bas. Voilà. Et du coup, quand on est dans ce système-là, c'est sauvons les meubles et il faut partir comme un crabe et faire appel à la justice. En fait, il ne faut plus investir la relation. Il faut couper la connexion. Une relation normale. Voilà. Il faut couper la connexion. Et en fait, parce que tu vois, le soleil, les flèches vont toujours vers le milieu. Lui, il a vocation à grossir, à se développer. Et tout autour de lui doit être sous contrôle. Et donc, il va écraser les gens autour de lui, individuellement, séparément. Donc, il y a 2 choses d'interdites, tu le vois dans le schéma du soleil. C'est de faire du lien avec des proches. Donc, il va te couper de tes proches, tes amis, ta famille. Il va te dire qu'un tel est jaloux, faut pas lui parler. Enfin voilà, toute ta spontanéité, il va la brimer en disant qu'il y a des dangers partout pour t'isoler. Première méthode. Et après, quand tu vas chercher de la validation parce que tu veux partager une bonne nouvelle, une réussite dans quelque chose, il va te discréditer et il va te rabaisser systématiquement pour te faire perdre ta nourriture en fait affective dans ta confiance en toi. Et après, il prend un vrai pouvoir parce que la personne se sent moins importante que lui. Et à force d'écraser, lui, il monte. Et le seul moyen, donc, tu le vois sur le schéma, de couper ces mécanismes toxiques, c'est de recourir à l'autorité légitime. D'accord. C'est de demander de l'aide, en fait, à l'extérieur et d'arrêter d'investir la relation. Donc, se protéger et sortir du système, en fait. C'est vraiment ça. Il faut couper toute forme de connexion, il faut couper les informations. Et puis, il faut laisser des traces écrites des méchancetés que tu vis au quotidien. C'est-à-dire en faire une liste de tous les désagréments que tu rencontres, toutes les piques que tu reçois. Tu en fais une liste. Et puis, tu regardes les personnes qui s'écartent d'un seul coup de toi. Des personnes que tu voyais, tu les vois plus. C'est que quelque part, peut-être, on a dit des choses. Et petit à petit, tu vas pouvoir refaire un petit peu la stratégie à l'envers pour la déconstruire auprès de l'autorité légitime. C'est un directeur des ressources humaines, puisqu'on est typiquement dans un cas de harcèlement moral au travail. Donc tu peux aller voir le directeur des ressources humaines avec ton petit bilan et en disant j'ai besoin d'aide. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, m'écarter de cette personne Et petit à petit, à force de discrètement poser des actes écrits, laisser des traces, ces personnes-là vont mettre de l'eau dans leur vin et vont vouloir se rediluer dans la masse. Et d'un seul coup, tu seras plus la cible. Naturellement, sans avoir besoin de faire grand-chose. C'est là où je te disais que quelque part, la violence toxique, elle est plus facile à contenir que la violence ordinaire et qui implique de la remise en question, qui implique une vraie analyse constructive à deux, une vraie concertation, que là, quelque part, c'est confortable. Tu coupes, mais il ne faut pas couper dans n'importe quel contexte. Et c'est ça mon problème, en fait, c'est d'expliquer. C'est vraiment d'identifier déjà dans quel système on est. On est en triangle ou en solaire. C'est ça, en fait. C'est ça. Et comment on distingue les deux, clairement? Est-ce que tu peux redonner les points clés pour que les gens puissent, qui nous suivent, savoir dans quel contexte ils sont? Eh bien, dans le schéma, tu vois bien que dans le système soleil toxique, on capte les ressources, on va puiser tes ressources, les flèches vont vers le milieu. Et le seul moyen de contenir ces mécanismes d'épuisement de tes ressources, tu dois protéger ton énergie, c'est de couper les informations et de faire appel
à un tiers qui va faire des écrits, qui va faire des lettres pour matérialiser ce que tu traverses, il faut demander de l'aide. Et c'est là où le tribunal, la loi, l'avocat, la police prend tout son sens. Mais on ne peut pas recourir à des méthodes extrêmes comme ça quand il y a encore quelque chose à sauver. Ça m'embête, c'est pour les familles. J'ai trop de fois entendu mon mari est un pervers narcissique, faut que je parte avec les enfants, faut plus qu'il voie les enfants. Non, 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 c'est dangereux. C'est dangereux de réagir de manière extrême comme ça juste parce qu'on peut plus se supporter à deux. Il y a un enfant au milieu, voilà. Et donc c'est très délicat de savoir jusqu'où tu te bats pour la relation, pour en faire quelque chose, ou alors au contraire tu t'en retires complètement. Et tu peux pas te sentir en sécurité tant que t'as pas visualiser dans quel système toxique tu évolues. Alors que quand tu le visualises, tout devient simple et comme un jeu, ça devient ludique en fait. Tu vas jouer à tout le temps perdre avec quelqu'un dont tu t'en fiches. Donc finalement, tu vas pouvoir... C'est le détachement en fait. Voilà, tu vas pouvoir durer longtemps parce que tu en fais un jeu de l'entendre te disqualifier, mais tu sais très bien où il va en venir. Donc le détachement, on peut l'avoir que dans la relation triangulaire, on est bien d'accord. Oui. Ouais. Voilà. C'est là où on se replace en fait dans. Et puis on va confier ça à un autre professionnel qui va prendre la main. Et là, le tribunal est utile. Et il faut surtout pas continuer une médiation quand il y a quelqu'un comme ça dans les médiations. C'est pour ça que tout ce qui existe dans le paysage judiciaire pour traiter la violence est utile. Et le problème, c'est qu'on va peut-être parfois s'orienter dans un tribunal alors qu'on est dans une situation de conflit de couple. Et il faut construire en fait la relation future avec l'enfant et le tribunal va faire du dégât parce qu'il est fait pour les situations perverses. Le tribunal, il va couper, il va séparer, il va empêcher les liens directs, en tout cas les compliquer sérieusement. Autant c'est utile quand tu es dans un système soleil, autant quand tu es dans un système triangle. Pour le coup, c'est dramatique. D'accord. Est-ce qu'on peut guérir quand on sort de ce type de relation, déjà, personnellement ? Oui, parce que tu comprends que tout ce qui t'a disqualifié, ça t'appartient pas à toi. C'était le regard de l'autre qui t'abîmait, en fait, qui te polluait. Et donc, en dehors de son champ, tu vas pouvoir te renarcissiser, en fait. Tu vas pouvoir retrouver de la confiance dans les petites choses de la vie. Mais c'est très long. C'est très long, donc il ne faut pas traîner non plus. D'accord. Voilà. Donc, il faut sauver sa peau un peu. Il n'y a pas un numéro vert. Un numéro. Il y a mon numéro à moi. Je suis en triangle ou je suis en solaire, madame? Comment je fais? Moi, je propose des consultations aux gens pour faire la part des choses. Parce que c'est pas évident, c'est pas toujours évident. Et en fonction de l'état d'épuisement de la personne, en général... Moi, je disais, il y a quelque chose que je dis, c'est que on voit chez l'autre ce qu'on a en soi. Donc, quand on est solaire, quand on est quelqu'un de positif et qu'on cherche le bon chez l'autre, on va pas comprendre que c'est quelque chose de narcissique et de pervers que la personne fait en face. On va lui trouver des excuses, donc on va vraiment tu restes dans la connexion. Et on va des fois se remettre en question soi, alors que voilà. En fait, donc c'est tout le jeu. Et c'est bien des fois d'avoir un œil extérieur pour dire ben non, en fait là tu es dans une mauvaise situation. Et il prend du recul, donc c'est vrai. Ouais, on va donner un numéro de téléphone si les gens veulent justement te consulter, parce que tu proposes des ateliers aussi pour permettre pour justement s'exercer avec tout ça. Voilà. Oui. Tu peux donner. Alors 06 86 87 66 08. D'accord. Et il y a un site internet aussi. Il y a un site internet, c'est Human's Place. Voilà. Et le livre que Manick a converti en livre audio, qui est sur Une voix, une histoire, sur Amazon. J'en ai aussi à disposition pendant les ateliers, qui permettent après, en toute autonomie, une fois qu'on a bien expliqué les règles du jeu, comment on va jouer avec tout ça, comment on va se repositionner, garder sa place, en fait, protéger sa place, d'où le nom Human's Place. Les gens peuvent après s'exercer avec le livre à revisiter des situations réelles de conflits dans lesquels ils se sont sentis débordés. Voilà, donc c'est un travail d'une vie entière, mais le modèle, il est efficace et il permet en fait de soigner, de guérir tout ça en protégeant sa place à soi. Voilà. Merci Caroline pour ça. Je pense que c'est une thématique qui parle à beaucoup de personnes, on va dire les femmes. Voilà, on est souvent confrontés à ce genre de phénomène, de violence. Et c'est important de le reconnaître et d'identifier le système dans lequel on est. Merci. On va être un petit peu plus légère avec Tricia. J'ai l'impression que ça résonnait quand même pas mal. Le sujet. J'ai eu mon lot de... des crèves. Oui. En fait, je pense que
Ouais, à un moment de sa vie, on rencontre, si soit c'est pas au travail ou dans une relation, on rencontre ce genre de situation. Et c'est vrai que quand on ne sait pas ce que c'est, moi quand je l'ai vécu, que j'ai pas compris. Mais c'est quand j'ai vu le mal vraiment dans l'œil de l'autre que je me suis dit, ah oui, il y a quand même un problème. C'est pas juste de la colère comme ça, non, c'est vraiment une intention de te détruire. Dès le réveil, la personne elle est déjà dans cette attitude-là. Et, non, et la seule solution, c'est la fuite, ça c'est sûr. Il faut partir. Sortir du... Alors c'est vrai que quand on a une famille avec c'est pas difficile. Facile. C'est très compliqué. Mais il faut vraiment se faire aider. Heureusement qu'il y a des gens comme toi. J'espère que je vais pouvoir transmettre, parce que mon but c'est l'autonomie de la personne. Et c'est surtout aussi d'en parler, parce que c'est vrai que quand on a... Moi, ce qui m'a aidée dans mon histoire, c'est que j'avais parlé avec un ami qui me parlait de cette situation qu'il avait vécue de pervers narcissique. Et j'avais regardé à l'époque, il y avait des critères sur Internet pour voir si la personne était manipulateur pervers ou manipulateur pervers narcissique. Et moi, il avait quand même beaucoup mais de poids sur pas mal de trucs. Et ça m'a permis d'avoir du recul, en fait, parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas forcément toujours. Son regard te disqualifie à tous les coups, et il n'y a rien de rationnel derrière. C'est ça qui est cruel. On ne peut pas s'accrocher à quelque chose de concret. Et comme c'est artificiel, on ne peut pas le défendre non plus. Donc on n'a pas le choix. Faut arrêter juste de perdre son énergie là et la mettre dans autre chose. Mais le temps qu'on le comprenne et qu'on l'accepte. Des fois, il y a des années qui passent. On ne peut pas imaginer que la personne soit à ce point destructrice pour nous. Et c'est surtout que c'est pas constant, c'est qu'il y a du bon, il y a du mauvais. Devant les gens, surtout, il y a beaucoup de bon devant les gens. On sait ce que c'est. Brouille les pistes. Les petits filous, d'accord. On va parler d'amour, mais c'est de l'amour aussi. C'est ça qui sauve l'amour. C'est ça qui sauve, et on parle justement de ça avec ce nouvel album, un chemin artistique qu'on connaît, qu'on adore. Moi, je suis fan, mais vraiment. Et donc, nouvel projet musical avec une évolution. Est-ce que c'est une nouvelle étape, cet album ? C'est une étape, oui, parce que c'est le premier album où je n'ai que des compositions originales. Mes albums précédents, il y avait beaucoup de jazz, donc des reprises de jazz, des reprises de Begin. J'avais distillé quelques compositions. Mais là, cette fois-ci, c'est que moi. Et c'est très épuré, parce que c'est guitare-voix. Il y a un autre guitariste avec moi, mais c'est 2 guitares et voix. Donc c'est vraiment une étape où je me mets à nu, en quelque sorte. Est-ce que c'était facile ou difficile ? C'est quoi le fil conducteur qui a permis la naissance du projet ? Ça s'est fait fait très spontanément. C'est-à-dire que c'est une histoire d'amour que j'ai vécue et qui m'a inspirée énormément. J'ai eu beaucoup de chansons qui sont venues et... à la fin, parce que l'histoire s'est terminée, je me suis dit, tiens, mais ces chansons-là, elles me font du bien, elles m'ont parlé et je pense qu'elles pourraient parler à d'autres. Et c'est pour ça que j'ai voulu en faire un album. Et d'ailleurs, j'ai recréé, en fait, dans cet album-là, il y a ce petit côté très intimiste. Moi, j'ai créé cet album dans ma chambre. D'accord. Donc j'ai voulu garder un peu ce côté simple, guitare, voix, très spontané. J'ai pas rajouté de grands... j'ai vraiment laissé les choses très très simples, mais beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, c'est le message principal de tous les titres. J'imagine il y a un peu de jazz, un peu de caribéen quand même. Alors, c'est quoi la tonalité Il y a toujours un peu ce jazz, c'est dans la voix, mais je dirais, pour mettre une étiquette, on va dire peut-être plus pop caribéen, parce que c'est très chanson, très... Faudrait l'écouter. Moi, mais j'ai trop envie là, ça y est, c'est bon. Vous voulez que je chante une chanson ? Ah oui, avec grand plaisir. Petite guitare, on va écouter. Je vais vous faire la chanson, on va dire, phare du... Je t'aime tant. Je sais que ce n'est pas prudent de dire autant ces sentiments. Je sais que la prudence dit
doucement, c'est plus easy. Mais moi je ne veux pas garder pour moi tout ce que j'ai au fond de moi. J'ai envie de crier sur les toits que c'est toi. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Avec modération, c'est ce qu'on dit souvent. Mais combien de fois dans une vie peut-on ressentir vraiment un sentiment si fort, un sentiment si grand? Avons-nous tant de temps pour le vivre pleinement? Alors peut-être que je ne vais pas respecter ce que tu dis. Je vais continuer à écrire plein de chansons pour toi. Je vais te dire, je vais t'écrire, je vais te dessiner peut-être tout cet amour que j'ai en moi, rien que pour toi. Je t'aime tant, chérie, mon cœur. Je t'aime tant, chérie, mon amour, mon cœur, je t'aime tant, doudou, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime tant. Bravo. Magnifique, magnifique. On a envie d'entendre plus de chansons. Alors, le concert, c'est quand? C'est demain. Demain. À l'auditorium de Bassène. Il y a eu un premier concert. Oui, il y a eu samedi dernier dans oui, ma pour capitale. Le 14 février. En plus, à Moule, le 14 oui. février. Mais je l'avais fait exprès. J'avais choisi cette date-là avec pour parler d'amour. Bah oui, c'était beaucoup d'émotions. Comment ça s'est passé? Très bien. J'ai vu quelques photos, ça avait l'air magnifique. Le décor était trop beau. Oui, j'ai une scénographe qui m'a fait... on est en petit cocon. C'était magnifique. Voilà, elle a repris le thème de l'album. Hein, ouais. Et c'était vraiment beau. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux parce que quand le public a chanté la chanson... Enfin, voilà, on va en parler. Bon, mais en tout cas, ça va être très beau aussi demain. Et parce que voilà, on pense aussi aux gens de Basse-Terre. Donc c'est gentil. Ils seront là en force, en masse. Et pour le coup, ce concert-là, il est en 2 parties. Puisqu'en fait, je présente l'album à 2 guitares avec Mark Sean Smith. Et ensuite, il y a David Facker, qui est un pianiste avec qui j'ai travaillé, chez qui j'ai enregistré l'album d'ailleurs. Et Fabrice Enfant qui viennent nous rejoindre. Et là, on fait d'autres morceaux, un peu les tubes des albums précédents. D'accord. C'est vraiment 2 parties. On a 2 concerts en un. On voit exactement. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Vraiment, c'est vraiment l'occasion de découvrir. Et du coup, après, c'est quoi, l'international? Qu'est-ce qui se passe après? Alors, l'international, peut-être pas tout de suite, parce que moi, j'ai un petit garçon. Oui. Alors, je bouge plus autant qu'avant. Parce que j'ai beaucoup bougé. J'ai pris plein d'avions pendant plusieurs années. Et là, j'ai envie juste de me poser. Donc, ce sera plutôt la Martinique, éventuellement la Guyane. Pas loin. Voilà. On reste, si je peux faire la Caraïbe, ce sera avec grand plaisir. D'ailleurs, je vais peut-être aller à Guyana.
Donc voilà, c'est d'ailleurs à bon entendeur, hein, si vous êtes dans une île et que vous voulez que je vienne, je viendrai avec plaisir. Avec grand plaisir. En tout cas, merci pour ce nouvel album. J'ai hâte de l'écouter, une nouvelle étape et beaucoup de douceur, toujours dans la voix, le côté jazzy, c'est vraiment magnifique pour belle J'avais juste envie de rebondir en fait parce que le dernier album, le dernier morceau, il s'appelle Parler d'amour. Oui. Et dans cette chanson-là, en fait, on comprend que c'est la fin de l'histoire. Et en fait, quand ça va pas, même si l'amour ne suffit pas, c'est-à-dire qu'on peut aimer très fort l'autre, mais si on n'est pas bien, il faut savoir partir aussi. Et ça, c'est des fois difficile. On est amoureuse et tout ça. Donc, si on se fait du mal, c'est pas la peine. Exactement. Bon, on va rester sur ça. Merci. On va conclure notre émission. Merci à Tricia Evie. On rappelle le concert demain à 20h. À l'auditorium de Basse-Terre. Les billets sont en vente sur Allmall. Donc, voilà. Dépêchez-vous. Si je pouvais, je serais venue, mais non, malheureusement, d'autres choses sont prévues. Mais en tout cas, s'il y a un autre concert, il faudra revenir pour nous le dire. Avec grand plaisir. On a parlé avec Caroline Alix de violence perverse. Comment la reconnaître? On se rappelle qu'il y a des ateliers possibles avec elle pour justement décortiquer les systèmes mis en place et savoir comment fuir quand il faut. C'est ça. C'est surtout transformer ce qui se joue pour garder sa place. Et on a eu une première partie spéciale danse où on a parlé de comment structurer la danse en Guadeloupe. On était avec Sarah Mitane. Elle était accompagnée de Stécie Bertilli et Lina Forçin et avec Madame Pétronille de Lebléis de la Fédération régionale aussi. On a évoqué les rencontres de la danse qui ont eu lieu début du mois de février. On était par téléphone avec Stella Moutou, chorégraphe, et on a eu Laura Enland, représentante de la compagnie Osmose, tout ça pour parler de talent en mouvement et du système de la danse qui est à mettre en place pour plus de structuration et mettre en lumière nos talents, puisque on en a plein, que ça soit dans la danse, dans le théâtre, dans la musique. Ce plateau était vraiment l'occasion de mettre en lumière tout ça. Et j'espère que vous serez avec nous pour le Karukira Rax Festival qui démarre ce soir avec un spectacle à ne pas rater le 21, donc à la salle Félix Proto de la danse orientale autour de la route de la soie. Donc c'est l'occasion de voyager. On va avoir Karukira Rax Festival pour petit rappel. Voilà, merci beaucoup. À la technique, c'était Yann. Et on vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné. À demain dans le ZCL.